Auteure, maman et cuisinière, je rencontre aujourd'hui Marie-Claude Cournoyer pour vous parler de son œuvre. Bonjour Marie-Claude. Allô, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation pour faire une entrevue à Lecture, Bouquin et Confidence. D'ailleurs, juste avant d'entrer dans les questions, là, on a eu l'opportunité, je vais le dire, c'est vraiment une chance de se jaser avant de commencer l'enregistrement. Et je peux vous garantir que ça va être une entrevue qui est super intéressante. Merci d'avoir accepté de venir nous en parler. Ben, merci à toi d'avoir décidé de me choisir. Non, mais vraiment, moi, je suis très reconnaissante. Alors, pour commencer, là, les personnes qui ne connaissent pas Marie-Claude, oui, j'ai dit que tu étais auteure, maman et cuisinière, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Oui, ben, c'est ça. En fait, je suis avant tout une maman d'un garçon de 11 ans. Monoparental. Je veux dire, je suis séparée du papa depuis au moins 6-7 ans. Et puis, je suis cuisinière pour les hôpitaux. Moi, je suis à Drummondville, donc je suis cuisinière à l'hôpital Sainte-Croix. Et ben, il y a un an, j'ai sorti mon premier livre qui s'appelle L'Allié, ici. Oui, on a de la misère avec la caméra. Et puis, j'ai choisi de m'auto-publier. Donc, j'ai toutes fait les démarches de A à Z pour le mettre sur le marché. Donc, auteur en autopublication. Fait que ça va être, d'ailleurs, je trouve ça intéressant parce qu'aujourd'hui, on va pouvoir parler, tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu le processus de l'autopublication et aussi le sujet de ton livre. On va commencer d'ailleurs avec ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste ton livre, le sujet en fait? Oui, bien sûr. Ben, en fait, L'Allié, c'est l'histoire d'une femme qui veut le parfait amour avec son conjoint, l'homme du reste de ses jours, comme elle aimait si bien le dire, jusqu'à temps que celui-ci lui annonce qu'il est une femme dans un corps d'homme. Alors, boum, pour elle, c'est une bombe qui explose dans son salon. Donc, moi, ce livre-là, je l'ai écrit parce que ça m'est arrivé. Mon ex-conjoint a choisi de se choisir, dans un sens. Moi, annoncé ça durant la pandémie et j'ai eu un deuil à faire. Puis, les gens me disaient, pourquoi tu n'écris pas par rapport à cette histoire-là pour expliquer tout ce que tu as vécu, puis aider les personnes qui vivent ce que tu as vécu à se sortir de cette expérience-là, de cet événement qui peut être bouleversant dans une vie, que ce soit en tant que parent, que son enfant veut faire une transition, ou d'un conjoint. Donc, voilà, l'histoire raconte, dans le fond, leurs aventures, leur vie, de façon quand même avec l'humour. J'ai voulu mettre quand même de l'humour dans le livre. J'ai pas voulu mettre ça dramatique et lourd. Donc, tu sais, je le décris comme un roman teinté d'humour. C'est écrit ici, là, un roman teinté d'humour avec des moments touchants sur le deuil, la résilience, la force, le courage, le pardon, l'acceptation et la reconnaissance. Donc, c'est ça. C'est un petit livre. Il y a 288 pages. Et les gens, quand ils embarquent dedans, souvent, ils veulent savoir hey, comment ça va finir. Ils sont plus capables de lâcher. C'est ce qu'on me dit depuis un an, parce que mon livre, là, je sais que l'enregistrement va paraître plus tard, mais aujourd'hui, ça va faire un an qu'il est sorti mon livre. Oui, 2000. En fait, on est présentement le 18 novembre 2023, donc il est sorti le 18 novembre 2022. Oui, je faisais mon lancement le 18 novembre 2022, et puis, comme je me suis auto-publiée, comme je disais, je l'avais fait imprimer 500, puis j'en ai vendu plus que la moitié en un an en autopublication, en faisant beaucoup de vidéos, en étant présente sur les réseaux sociaux. Donc, je suis quand même très fière de mon parcours parce que je fais ça après ma job, après avoir nourri les patients. Comme je dis souvent, les patients, il faut bien que ça mange. Oui, oui. Après avoir nourri les patients, m'être occupé de mon garçon, je m'occupe de mon livre, ce qui est mon bébé. Là, je tiens juste à mentionner, parce que je t'ai posé d'ailleurs la question là, avant qu'on commence à enregistrer, que ton ex-conjoint est très à l'aise avec ça, parce que vous avez même une page sur Facebook sur laquelle vous faites des lives à tous les 2 semaines pour parler de ce sujet-là, la transidentité. Ça s'appelle le duo sans tabou. Si vous voulez aller voir notre page, c'est moi et mon ex-conjoint, en fait, s'appelle Marianne. Donc, elle est très à l'aise avec ça. D'ailleurs, elle va s'en venir tantôt ici parce que j'ai un événement l'après-midi. Donc, elle vient avec moi.
Donc, c'est ça. Nous, à tous les 2 mercredis, comme là, cette semaine, le 22 novembre, je sais que là, vous écoutez le live plus tard, là, mais le 22 novembre, on a un live le soir. C'est toujours à 8 heures le soir, quand les enfants sont sur le bord de se coucher. Les gens peuvent le réécouter en rediffusion. Puis, on parle des sujets. Les gens nous posent des questions, comme l'autre fois, ça pouvait aussi niaiseux de parler des toilettes mixtes. Là, il y a eu ce débat-là. Ben, nous, on en parle. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Puis, on développe là-dessus et les gens peuvent nous poser des questions en privé s'ils ne sont pas à l'aise de le poser dans le chat. Et nous, sans nommer les personnes, on répond aux questions. On dit, on a eu telle question-là. Fait que, on respecte toujours aussi l'anonymat des gens qui nous posent des questions parce qu'on sait que c'est pas toujours tout le monde qui sont ouverts à parler de ce sujet-là. Ils sont mal à l'aise. Des fois, ils peuvent avoir des questions. « Hey, moi, mon garçon, ma fille. » Puis on répond à ça sans problème. Donc, on est de très bonnes amies. J'avais à dire que c'est rendu comme une de mes meilleures amies dans un sens. Là. Voilà. Je trouve ça vraiment touchant. Et tu sais, juste pour redire ce que tu as dit au début, tu as dit que ton ex-conjoint avait décidé de se choisir. Oui. Et ça, je trouve ça vraiment touchant et important de le mentionner parce que, tu sais, on peut faire un drame avec ce choix-là, avec en tant que personne qui le subit ou qui le vit, parce qu'on ne subit pas. On ne subit pas ce choix-là, mais on subit notre réaction face à ça. Oui, exactement. Et qu'est-ce qui a fait en sorte, en fait, si tu peux nous parler un petit peu du processus, là, c'est plus psychologique, mon affaire, où je m'en vais. Là. Pas de problème. Nous parler un petit peu du deuil que tu as eu à faire, les étapes que tu as vécues, puis pourquoi tu as décidé, toi, Marie-Claude, de ne pas y en vouloir, puis de garder Marianne dans ta vie, puis de justement en faire presque, comme on peut dire, une meilleure amie, au lieu d'être dans la colère, puis dans le déni, puis dans la rage, puis dans la non-acceptation? Bien, je dois te dire, Pamela, que j'ai quand même été dans la colère, dans le déni. J'ai comme les 7 étapes du deuil, là, qu'au début, quand elle m'annonce la nouvelle, là, j'ai bien dit « elle m'annonce la nouvelle ». Avant, je disais « il m'annonce », mais tu sais, là, c'est vraiment « elle », mais c'était « il ». On a le droit de se tromper puis de parler au passé du « il » aussi. Là, je tiens à dire que moi, des fois, je peux parler du « il » aussi parce que je n'étais pas avec une femme avant, j'étais avec un homme. C'est important aussi de clarifier ça aussi. Donc, tout ça pour dire que quand elle m'a annoncé ça, j'étais en colère. J'ai comme eu le déni. Ben là, ça se peut pas, tu peux pas être comme ça. Voyons donc, t'es un homme. Puis bon, après ça, j'ai eu la colère, la tristesse, l'acceptation, puis tu sais, la renaissance vers la fin. J'ai toutes eu ces étapes-là. Je te dirais que la colère, puis le déni, puis le gros jugement là pendant l'événement, pendant la pandémie, parce que c'est arrivé pendant la pandémie. C'était à fond dans le tapis, là. Puis moi, je suis une fille très, très impulsive. Donc, des pétages de coche, j'en ai fait une couple, là, puis ça n'a pas toujours été facile entre moi et Marianne à cette époque-là. Parce que justement, on était comme confinés. On ne pouvait pas parler à personne. Moi, je devais garder secret le coming out qu'elle venait de faire. Parce qu'elle voulait l'annoncer aussi dans sa famille, à son travail, mais elle ne voulait pas que son travail, ses enfants, la mère de ses enfants apprennent ça de moi, mettons, sur Facebook, comme « Hey, mon ex, c'est un ci, puis c'est un ça ». Fait que, tu sais, il y avait comme le respect de « OK, je te respecte, mais je suis quand même en colère de tout ça parce que tu me fais perdre mon temps. Moi, je n'avais pas à vivre ça. » Bon, tu sais, il y a toutes les étapes. Je te dirais que il y a eu comme, voyons, le confinement qu'on a vécu, ça n'a pas été facile. Quand après ça, on a pu se déconfiner, qu'elle est partie à déménager, j'ai eu un moment qu'on ne s'est pas parlé du tout. J'avais besoin de recul, de laisser ça, de ne pas la voir. Elle avait ses expériences à faire et tout. Et puis, ça a pris quand même un bon 6 mois avant qu'on se reparle. En fait, quand elle a annoncé sur son réseau Facebook, les changements. Elle a changé son nom sur sa page Facebook. Elle a enlevé son nom d'homme pour mettre son nom de femme. Après ça, elle a mis sa photo en femme. Là, j'ai fait comme, oh, là, je n'étais pas à l'aise. Et là, je suis retournée la voir. Puis, j'avais encore la colère, malgré que ça faisait 6 mois qu'on ne s'était pas parlé. Puis, je me souviens qu'on est allé marcher cette journée-là. Puis, j'en voulais encore. Puis, j'ai dit des trucs peut-être pas super le fun à entendre. Et puis, elle les a écoutés et tout. Puis là, elle voyait bien que j'avais encore la colère. Puis, bon, elle se sentait, tu sais,
elle avait de la peine pour ça. Comme ça, elle avait un peu de peine. Elle se sentait un peu mal, mais en même temps, elle avait quand même décidé. Elle était heureuse de s'avoir choisi aussi. Donc, ça m'appartenait, cette colère-là. J'avais encore des choses que je n'avais pas dit. J'avais, tu sais, à un moment donné, tu fais t'avales, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Puis non, ça ne passait pas. Donc, je suis allée me libérer. Il y a des façons de se libérer qui peuvent être plus délicates que moi, je l'ai fait, là. J'en conseille, mais si je suis une fille impulsive. Aujourd'hui, ça fait quand même 2 ans. J'ai quand même évolué là, beaucoup. Donc, mes pétages de coche sont moins élevés. Là. Je suis capable d'y aller plus. OK, je vais me poser, puis OK, je vais aller dire ce que j'aime pas. Puis, ça a fait que le fait qu'on sait quand même. La communication, même en colère, on a quand même toujours une belle communication. Une belle communication en colère, c'est bizarre. Oui, mais souvent en colère, il n'y a pas de communication, en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'on a toujours quand même bien communiqué. T'sais, quand ça ne marche pas, on se le disait. Ça ne sortait pas toujours bien, mais on le disait. Fait que c'est ça, je pense, qui fait que j'ai l'impression que c'est comme mon âme sœur. Ben, j'ai toujours cru que cette personne-là, c'était mon âme sœur. Je me voyais finir ma vie avec lui qui est devenu elle. Mais finalement, là, c'est ma meilleure amie, mon binôme. Donc, des fois j'ai besoin de me confier, ben c'est elle, je vais me confier. Je sais qu'elle va me comprendre. Puis des fois, entre amis, ben, on se tape ses nerfs. Fait que des fois, je tape ses nerfs, des fois, elle me tape ses nerfs. Mais on se parle à tous les jours. Fait que, ça, il faut dire, là, d'ailleurs, tu dis âme sœur, là. Un âme sœur, c'est pas juste en amour, ça peut aussi être en amitié. Ben, effectivement, là, c'est ce que j'ai compris. Oui, ben pour vrai. Puis, tu sais, toi, tu as vécu une étape plus difficile dans le sens où tu as eu à faire le deuil de ta vie amoureuse, oui. de ta vie de couple, tu sais, de ta vie amoureuse en tant que femme, de ta vie de couple avec cette personne-là, puis oui. Le deuil de voir justement cette personne-là qui décidait de changer totalement de sexe. Fait que tu as eu plusieurs deuils à faire. Oui, mais exactement. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé de ne pas rester dans la rancune? Ben, parce que moi, je me dis tout le temps, je me suis posé la question, pourquoi j'avais à vivre ça, cette histoire-là? T'sais, moi, dans ma vie, ça allait quand même bien. Moi, j'étais rendue, OK, là, on vivait ensemble, nos 2 familles, on les avait unies ensemble et tout. Mais c'est pourquoi j'avais à vivre ça? J'ai cherché longtemps. Puis là, le monde disait tout le temps, tu vas voir, il y a un cadeau qui va arriver à ça au bout. Mais oui, le maudit cadeau. Là, oui, le maudit cadeau. Hein, je ne l'ai pas demandé, ce cadeau-là. Là, moi, au début, c'était comme à part avoir perdu 2 ans de ma vie, là, il n'y en a pas de cadeau, là, tu sais, parce qu'il faut que je recommence à zéro, puis tout. Fait que, ben, ça a fait que vraiment, moi, je m'en allais dans le champ, la façon que j'élevais mon enfant. J'avais quand même des œillères, là. OK, ben, on fait ça parce qu'il faut faire ça dans la vie. Mettons, je travaille pour le gouvernement, j'ai une fonds de pension, mais dans la vie, il faut avoir une fonds de pension, il faut avoir, tu sais, toutes les pensées limitantes, les croyances qu'on nous inculque quand on est jeune, puis c'est pas parce que nos parents sont inculques, ils ont appris ça et tout, mais nous, ils nous montrent tout ça, mais il y a d'autres choses à côté qui fait que, OK, ouais, mais on peut aller comme ça, on n'est pas obligé de faire ça parce que ça fait 40 ans, 50 ans que c'est comme ça. Donc, ça m'a permis de voir différemment. Tu sais, mon garçon, j'ai demandé, arrête de pleurer, là, t'es un gars, pleure pas. Mais non, tu as le droit d'avoir ses émotions. Tu sais, je me rends compte, j'étais vraiment en train de l'échapper. Wow. Puis même moi, de prendre conscience que crime, non, la vie, c'est pas ça. Fait que c'est ça le cadeau dans. Tu sais, on me disait que j'avais quand même une belle intelligence émotionnelle, mais j'ai quand même eu une belle résilience. Je suis comme, OK, tu sais, moi, je jugeais comme la plupart des gens, on juge tout dans le fond, là, mais pourquoi qu'on juge? C'est parce que quand il y a quelque chose qui nous atteint, c'est parce que c'est dans nous qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Fait que là, moi, je faisais comme, OK, pourquoi que ça vient me chercher tant, cette affaire-là? Tu sais, c'est quoi qui vient me chercher? Fait que c'est ça que j'ai retravaillé durant tout cet événement-là. C'est ça que ça m'a appris à travailler et puis de voir vraiment, là, j'ai passé à un autre niveau. C'était comme un game changer, moi, cette histoire-là, même si je ne voulais pas le vivre. Puis, tu sais, je trouve ça intéressant parce que ça arrive souvent que je dis à des clients, ce qui te fait réagir, c'est quelque chose qui se réveille en dedans de toi, que tu n'acceptes pas. Mais les gens pensent souvent que c'est à cause, ça doit être la même affaire. Tu sais, dans le sens où, toi, c'est comme si toi, tu avais réagi à ça parce que, dans le fond, tu t'avoues pas que toi aussi, tu es comme ça, quand ça n'a aucun rapport.
Non. Ça l'a réveillé en toi le fait que tu avais des œillères puis que tu étais très, je vais dire, protocolaire sur la vie, sur ta vision. Mais tu sais, il a fallu que tu ailles creuser loin pour. Puis il faut beaucoup, beaucoup d'humilité pour réaliser ça, puis se l'avouer, puis le travailler. Ben, écoute, moi, là, quelqu'un de vulnérable, ça me gossait. J'en parle dans mon livre. Moi, quelqu'un de vulnérable, c'est une princesse, là. Comprends-tu? Moi, tu peux pas être vulnérable. C'est des faibles, les vulnérables, tu sais. Pour de vrai. Puis j'ai comme pas... J'ai tombé dans... Écoute, j'ai plongé dans la vulnérabilité, là. Je me suis effondrée à un moment donné, là. Je me suis dit, OK, mais... Tu sais, quelqu'un qui est vulnérable et qui pleure aujourd'hui, pour moi, c'est plus un fait, mais c'était ça à l'époque, là. Vraiment, non, on pleure pas, faut cocher. Faut pleurer devant les gens, tu sais, il faut garder, tu sais, moi, j'étais longtemps à me retenir à pas pleurer. Quand je dis à mon gars, pleure pas. Et écoute, là, je dis, tu t'es cogné la grosse orteil, ça fait mal, pleure si t'as le goût de pleurer, tu sais, mais avant, t'arrivais comme, t'es juste cogné la grosse orteil, c'est parce que à la fin du monde, t'as pas mourir, tu sais, mais là, oui, t'as le droit de pleurer, là, si ça fait mal, tu sais, t'as le droit d'être en mourir après la table, non, mais tu sais. Le point de vue, oui. Oui, c'est ça, mais c'est comme toutes des affaires que je refoulais, fait que c'est ça qui a fait que ça a changé. Excuse-moi. Oui, non, mais c'est ça qui a fait que, tu sais, je vois différemment, là. Mais c'est là qu'on voit que, tu jugeais. Tu sais, souvent, on juge parce qu'on ne l'a pas vécu non plus. Aussi. Tu sais, quand on a vécu, tu sais, la fameuse expression quand tu marcheras dans mes souliers, tu sais, marche dans mes souliers une journée, puis on en reparlera après. Fait que tant aussi longtemps, tu sais, moi, personnellement, j'ai fait une dépression à l'âge de 19 ans et je me suis donc fait juger. De quoi tu as à te plaindre? Tu as un toit sur la tête, de la bouffe sur la table. Tu as juste 19 ans, tu n'as pas commencé ta vie. Tu es en santé, tu n'as pas de problème, tu as tous tes membres, blablabla. Ben, je te le jure, toutes ces personnes-là ont fait une dépression plus tard. Et sans dire, je te l'avais dit, j'ai juste dit, est-ce que maintenant tu comprends mieux ce que je vivais? Et ils ont tous répondu oui. Fait qu'on va souvent juger ce qu'on n'a pas encore vécu, puis juste en réalisant ça, moi, quand j'ai pris conscience de ça, là, parce qu'on s'entend que je me suis fait juger, mais je juge aussi. Là, hein, oui, on juge tout son beurre. Moi, je ne jugerai jamais. C'est impossible. Des fois, j'ai encore un... Puis je le dis, je m'excuse, je suis dans le gros jugement. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais en réalisant qu'on... Tu sais, en étant capable de s'admettre, je suis dans le jugement, on peut mettre stop au jugement tout de suite. Oui. Vraiment. Je trouve ça très humble de ta part d'admettre que tu jugeais, tu sais, sur, comme tu as dit, là, sur ton gars qui pleure, sur les gens vulnérables. Je trouve ça beau de voir que tu es capable d'admettre que tu étais là-dedans, puis d'admettre que tu ne l'es plus aujourd'hui. Oui. Puis, tu sais, honnêtement, une personne trans, on en voyait de temps en temps qui faisaient leur coming out. Je trouvais ça donc spécial. Je me disais, oh, c'est bien spécial. J'étais curieuse d'aller voir, mais je pensais pas que pendant que je regardais ça, parce que je me souviens qu'à l'époque, j'avais dit à Marianne, je dis, hey, à Occupation Double, il y avait Kate qui était à Occupation Double. Je dis, hey, moi, ça m'intrigue de voir ça. C'est une femme trans, je vais écouter ça. Pendant qu'on écoutait ça, je ne savais pas qu'à côté de moi, elle est en train, dans sa tête, de penser à tout ça, puis faire comme, hey, moi aussi, je pense que je suis comme elle, mais comment je vais y dire? Parce qu'elle regarde ça, puis elle fait comme, hey, c'est bien. Oh, mon Dieu! Tu comprends-tu? Tu sais? Fait que, ben, moi, je me disais, je le regarde, ça ne me touche pas, tu sais, je me disais, tu sais, je me disais, ça prend du courage, tu sais, c'est comme, oh, ouais, tout ça, mais j'avais l'autre à côté de moi qui, dans sa tête, c'était en train de ruminer, tu sais. Fait que, puis quand il m'a annoncé ça, je suis comme, OK, là, moi, je suis en train de le vivre dans le salon aussi, là, tu sais. Fait que, ah, ça, c'est spécial. Ça, c'est spécial. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention aux mots qu'on choisit, hein, parce que on ne sait jamais à qui on a affaire, dans le sens où peut-être qu'on va émettre un jugement puis que la personne à côté de nous est en train de le faire, est en train de le vivre, est en train de se relever de quelque chose dont on ignore totalement l'événement. Là. Exactement. Tu sais, fait elle vivait comme une espèce d'anxiété. Elle disait, il va falloir que je l'annonce. Elle m'a confié, en même temps, elle ne voulait pas. Tu sais, comme elle dit, elle dit, je ne veux pas te perdre. Fait que je ne sais pas si je veux faire ça. Puis, tu sais, c'est comme, elle espérait que j'attende qu'elle fasse ses tests. Je disais à un moment donné, moi, je ne peux pas toujours attendre non plus. Mais non, mais non. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, mon livre raconte, dans le fond, notre histoire d'amour. Mais, comme je dis, j'ai voulu comme... j'ai mis ça fictif. J'ai comme inventé une histoire... je ne veux pas vendre le punch. Non, mais
Tu vois, c'est drôle parce que je m'en allais, c'était justement ma prochaine question. Pourquoi avoir choisi d'en faire une histoire fictive au lieu de faire un témoignage comme il y a bien du monde qui font? Je lis beaucoup. Puis il m'arrive beaucoup de. Les gens qui me côtoient, ils me disent tout le temps: Hey Marie, t'arrives tellement d'affaires, pourquoi tu n'écriras pas un livre? Puis là, je me disais: ben oui, c'est ça. Puis j'aime beaucoup l'humour. Tu sais, les livres, c'est un peu. Quand tu les lis, c'est comme: Oh my God, ça se peut pas que ça y arrive, ça se peut pas que ça y arrive. Puis moi, je l'écris, puis ils font comme: Ah non, ça se peut pas que ça arrive. Mais oui, ça arrive. Mais tu sais, c'est sûr que j'amplifie parce que la beauté de pouvoir écrire quelque chose de fictif, c'est que tu peux amplifier aussi dans un sens. Là. Fait que moi, dans le fond, je voulais aussi pouvoir dire: Hey, je vais mettre ça, puis ça va être encore plus drôle. Fait que c'est ce que je voulais. Puis comme je voulais pas que ça soit lourd, qu'on lit une biographie, puis j'aime écrire. Fait que je me suis dit, moi, j'aimerais ça vraiment. Quand je me suis dit, OK, je vais faire le livre, je vais l'écrire, mais comment que je peux amener ça pour que ça fasse comme wow, à la limite que ça fasse comme, hey, on pourrait en faire une série, un téléroman. Moi, je vais toujours un peu plus loin. Puis ça fasse comme, hey, wow, c'est donc bien hot, que pas de. On écoute quelqu'un qui raconte sa vie, qui, bon, il est arrivé ci, ça, elle a grandi comme ci. Puis, tu sais, c'est le fun des biographies. J'en lis des biographies, puis tout, là, tu sais. Mais moi, je voulais vraiment une histoire. Je voulais qu'on raconte une histoire, puis qu'à la fin, il y ait un punch, puis, tu sais, qu'il y ait un. Au début, il y a un mobile, comment qu'on fait pour, ben, en fait, comment que j'ai comment j'ai fait pour raconter l'histoire, tu sais, il arrive de courts personnages au début, des noms ont été changés, je veux dire, aussi, j'ai pas voulu, la seule affaire que j'ai gardée de vrai, c'est que j'ai gardé le même métier, cuisinière, parce que ça me tentait pas de trouver un autre métier, c'est comme, c'est pas important là, dans le sujet de cette histoire-là, là, fait que, mais j'ai comme ça, j'ai voulu inventer une histoire parce que j'aime ça, inventer des histoires aussi. Et puis, ça m'a donné la piqûre pour écrire d'autres choses, d'autres livres, pas nécessairement sur tout ce que je vis, là, parce que j'en ai des idées. Puis, même avec mon fils, j'aimerais ça éventuellement écrire un livre avec lui, plus pour enfants, là. Mais ça, c'est un projet bien plus loin. On n'est pas là. J'avais une question qui vient de m'échapper parce que là, j'ai été déconcentrée par le flou de ma caméra. Est-ce que ça a été un certain processus de libération pour toi, l'écriture de ton livre? Oui, mais la manière que je me suis pris, c'est que comme c'est arrivé pendant la pandémie, ben, moi, j'avais comme un livre de recettes pour de vrai. Justement, mon ex-conjoint m'avait offert un livre, Marianne m'avait offert un livre de recettes à Noël pour écrire mes recettes. Puis là, finalement, ben, moi, je me suis dit non, là, j'ai besoin de défouler. Fait que moi, j'ai été pour me libérer de cet événement-là. J'avais un deuil à faire. Fait que j'écrivais jour 1 du deuil, jour 2 du deuil. Ça part, bon, aujourd'hui, ça fait 20 jours que tu m'as annoncé telle affaire dans mon journal intime. Je ne parle pas dans mon roman. Là. Oui. Ça fait 20 jours que tu m'as annoncé cet événement-là. Fait que là, aujourd'hui, j'écris à tous les jours, j'écrivais comment je me sentais, les chicanes qu'on avait, ce que moi, tout seul, je pouvais ressentir et tout. Fait que quand j'ai décidé d'écrire le livre après qu'elle soit déménagée, après que je me sois posée. On s'est déconfiné, on a pu marcher le premier déconfinement, on a pu sortir, voir nos amis et tout. Là, j'ai dit, OK, là, je me mets à écrire le livre. Fait que là, je suis allée avec mon histoire. J'avais quand même un plan. Je dis, moi, je veux que ça y arrive ça. Il va arriver telle affaire, telle affaire, telle affaire. Puis dedans, j'introduis mes émotions en me fiant sur ce que j'avais déjà écrit dans mon journal de deuil intime, si on peut appeler ça comme ça. Donc, pour moi, je savais que quand je disais, OK, là, mettons, mes amis disaient, hey, on va-tu prendre un verre? À soir, je dis non, à soir, je vais écrire, puis ce que j'ai écrit, je sais que ça va être difficile émotionnellement. J'ai besoin d'être tout seul dans ma bulle. Et là, j'ai tel bout à écrire. D'autres journées, c'était comme, je vais écrire ça, c'est facile, il va enlever ça. Bon, ben ça, c'était le bout de drôle. Fait que, tu sais, après ça, ben, je les mettais en place. Tu sais, comme, mettons, j'écrivais pas, mettons, du début jusqu'à la fin, le livre, j'écrivais une partie, puis à la fin, j'ai comme un puzzle. J'ai tout rassemblé les morceaux, puis je les ai tous placés en chapitres. Est-ce que tu as trouvé ça difficile de faire le processus comme ça pour t'assurer que tout se suive puis que tout fasse encore du sens? Tu sais, parce que ce qui est difficile dans un roman, c'est que des fois, on a tellement le nez dedans que des fois, là, on est en hiver et on y met des sandales. Ou, tu sais, en l'écrivant différents chapitres, as-tu trouvé ça difficile de tout en remettre un après l'autre puis de faire en sorte que ça suive?
Non, ça a quand même bien été. Le seul, on est à force, parce qu'on se relit, puis des fois on oublie, ben c'est ça, des fois on voit plus. Ça a quand même pris 1 an à écrire mon livre, là. C'est qu'à un moment donné, je parle d'un truc, puis je me souviens, je l'avais envoyé à ma correctrice, puis en me relisant, je suis comme, ah non, ça marche pas ce truc-là, parce que on parle d'un sac à dos, mettons. C'est vraiment ça, un sac à dos. Puis là, je disais, ah non, ça marche pas. Il peut pas avoir ce sac à dos-là parce que si on retourne plus loin, il n'est pas encore arrivé, cette affaire-là, tu comprends-tu? Fait que, mais je m'en étais rendu compte en me relisant, parce que j'avais écrit des, par bout, genre, ça va être drôle, on va dire ça, mais quand j'ai fait, je suis non, ça ne peut pas arriver parce qu'il n'est pas arrivé cette histoire-là, fait que c'était en me relisant, mais ça n'a pas tant été difficile, à part cette petite histoire-là. Et puis, c'est ça, là. Sinon, ça, non, est-ce que je recommencerais comme ça le prochain livre? Je ne sais pas, parce que je veux comme pas nécessairement aligné dans la même façon que j'ai écrit ce livre-là. Fait que je ne sais pas comment je vais partir. Je sais qu'il y a différentes méthodes, là, selon plusieurs auteurs que je côtoie, là. Il y en a qui se font des cartes avec des personnages et tout, mais non, moi, j'avais déjà quand même mes personnages en tête. Puis je savais comment si je voulais le finir aussi. Fait que oui, puis tu sais, pour avoir fait quand même plusieurs entrevues à ce jour, vraiment, chaque auteur a sa façon propre à lui. Fait que tu sais, une erreur que j'ai faite justement, c'est que je voulais essayer d'aller faire la même affaire que, tu sais, on dit que la normalité, c'est de faire un plan. Mais moi, le plan, il me bloque. Il bloque mon imagination. Mais à trop vouloir faire comme les autres, des fois, on oublie qu'on est unique à soi, puis qu'on est, qu'on a notre propre coloration, pas coloration, ça sonne drôle, dit de même. Ouais, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais, on est notre propre, on a, ouais, ça, hein? Oui, ouais, voilà, et voilà. Fait que, prochaine question, on change de... Moi, quand je suis pas capable de finir une question, je passe à l'autre. Attends un peu, là, où je m'en allais, là. Tu vois, moi, je suis pas facile à je suis facile à décompter. Ah non, mais c'est correct, c'est correct. Là, tu m'as demandé comment je m'étais pris pour écrire le livre, j'avais pas de plan. Ben, ouais, c'est ça. Je savais comment ça finissait. Ouais. Comment tu as fait pour. Tu sais, là, tu viens de dire que tu savais déjà un peu tes personnages. Comment tu as fait pour leur créer une identité, une personnalité, tu sais, qu'est-ce qu'ils font dans leur quotidien et tout? Tu t'y es pris comment? Comme, je veux dire, le personnage principal qui s'appelle Dominique, c'est comme quand même moi un peu. Fait que c'est quand même facile d'avoir mes émotions. Les gens qui me connaissent et qui lisent mon livre, ils doivent te reconnaître solide, là. C'est ça. Les autres, tu sais, j'y allais avec, mettons, mon entourage. Tu sais, mettons, comment je pourrais dire ça? Au travail, j'ai plusieurs collègues de travail qui ne savaient pas ce qui se passait dans ma vie à cette époque-là, mais moi, je ne voulais pas comme faire plusieurs collègues de travail. Je vais en faire juste une. Elle va s'appeler telle personne, mais ça va rejoindre plusieurs personnes qui ont eu interagi avec moi durant cette période-là. Puis je ne veux pas décrire plein de collègues de travail. Fait que, tu sais, j'y allais avec... je me fiais un peu avec mon entourage. Je me dis, je pourrais y mettre cette couleur-là. J'ai une amie française, genre, je vais mettre un accent français à une des amies. Tu comprends-tu? Ouais. Fait que j'y allais comme ça, sans prendre la personnalité de la personne. Mais tu sais, d'y aller avec ce que je connaissais, vu que c'était mon premier livre. Mais je ne sais pas si tous les auteurs, quand ils ont un personnage, à la limite, je me dis, ils se basent sur quelqu'un qu'ils connaissent, puis ils font comme, hey, ça, c'est drôle, cet individu-là que je côtoie. Il y a ce drôle de numéro, je pourrais l'introduire dans un livre, puis donner sa personnalité à un de mes personnages. J'imagine que les gens, ils doivent être, j'imagine, tu sais, moi, je pense que je serais comme ça. Je pense que je serais comme ça. Les gens ne savent pas de qui je parle, mais tu sais, je peux dire, je sais pas, moi, je peux appeler un personnage Jack, puis ça peut être la mentalité d'une fille ou, voyons, comment son caractère elle, mais ça va être un homme qui est un personnage masculin qui va le représenter, tu sais, mais je pense que j'y allais comme ça, dans le fond, avec les personnages, mon entourage, leur personnalité, je pouvais dire, OK, telle personnalité, je vais mettre ça, ce personnage-là, c'est drôle, tu sais, mais ça ne veut pas dire que c'est entièrement tel ami, tu sais, j'ai comme aller chercher des petites brides ici. Mais oui, parce que le but, tu ne veux pas non plus reproduire tes amis au complet. Moi, qu'on me reconnaisse, moi, c'est correct. Le personnage principal, Dominique, c'est quand même moi, tu sais. Mais les autres, je ne veux pas nécessairement qu'ils soient reconnus non plus, là. C'était pas ça le but non plus, là.
Et là, dans le fond, ton livre, c'est, on dit 16 ans et plus, mais dépendamment de la personne puis du choix de la famille, là, parce que dans le fond, c'est qu'il y a 2 scènes osées, 2 scènes sexuelles. Oui, exactement. Mais, tu sais, si ça peut être 14 ans si le parent accepte que son enfant les suit. Oui, ben, tu sais, ça reste comme, mettons, on lit un roman chick-lit, là, je sais pas, mon livre, c'est pas un roman chick-lit, mais on lit un roman chick-lit, ça arrive des fois que le personnage a une petite période, petite passe, se retrouve au lit, puis on du plaisir, ça reste beau, ça reste pas du tout X. Fait que oui, peut-être 2 scènes, la première qui est un peu plus explicite, puis un petit peu plus tard dans le livre. Mais j'ai une amie que sa fille a lu le livre, est au secondaire, et puis elle, cette personne-là, ben, elle avait pas. J'avais averti, Jo, ta fille est en train de le lire, j'ai une période, il y a ça, puis ça ne dérangeait pas. Elle est allée la voir, elle a dit, ah non, c'est correct. Fait que, ça dépend toujours du parent avec son enfant, comment il peut être à l'aise avec ça, mais c'est bon de spécifier. Là, oui. Oui, puis on s'entend qu'aujourd'hui, de nos jours, à notre époque, là, ça commençait à 16 ans. Ces affaires-là, aujourd'hui, c'est comme à 12-13. C'est ça, tu sais. Fait que ça peut. On en parlait avant de commencer l'enregistrement. Et je trouve ça super intéressant d'en parler puis de le mentionner. Pourquoi tu as choisi l'autopublication au lieu d'aller avec une maison d'édition? Écoute, ben, j'avais parlé avec une coach d'écriture et puis elle m'avait expliqué mettons, en maison d'édition, comment ça se passe, puis en auto-édition, comment ça se passe. En maison d'édition, ce qu'elle m'avait expliqué, c'est que oui, c'est le fun quand ton livre est choisi parce que les maisons d'édition reçoivent beaucoup de manuscrits, donc ils ont des choix à faire pour une certaine période de l'année. Et moi, ben, un coup qu'il est choisi, oui, c'est cool, il sort, il est dans le palmarès, il va être chez Renaud-Bré, au Bureau Pro, les gros librairies dans les grosses termes, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va être choisi dans cette période de l'année-là que toi, tu veux qu'il soit publié. Donc, je me suis dit, OK, c'est sûr que la maison d'édition fait tout, tu n'as rien à faire, en gros. Fait que je dis, OK, moi, je veux vraiment, je suis prête à le sortir, c'est mon bébé. Je l'ai écrit avec mes tripes. C'est comme c'était comme une façon de me libérer. Donc, je vais le faire jusqu'au bout, la libération. Je vais l'amener jusqu'au bout. Puis, ça peut aider des gens, montrer qu'ils gardent, malgré cette histoire-là, que j'aurais pu faire comme ma vie, c'est de la merde. J'avais à vivre ça, puis me repentir, puis d'en vouloir à toute la société. Je me suis dit, regarde, moi, j'ai écrit le livre, je vais aider des gens, puis je vais montrer que, regarde, on peut avancer là-dedans. Donc, j'ai décidé de fournir l'investissement parce que faut t'investir quand tu t'autoproduis. Après ça, j'ai trouvé la maison, j'ai fait des soumissions pour trouver l'infographiste pour faire le cover, la correctrice, l'imprimerie. Donc, j'ai tout fait ces trucs-là. J'ai fait appel aussi à des organismes pour essayer d'avoir du financement. Ça n'a pas nécessairement fonctionné pour ça, mais c'est pas grave. Là, je veux dire, j'avais quand même le budget et j'ai fait une prévente pour pouvoir financer mon imprimerie. Je suis allée de cette façon-là. Puis donc, j'ai pu l'imprimer au moment que je voulais. Il a pu sortir au moment que je voulais dans l'année que je voulais parce que c'est sûr qu'il y a eu un petit peu de retard parce que des fois, il y a toujours des imprévus, là, mais il n'est pas sorti 2 ans plus tard, mettons. Puis, en même temps, ben, dans les maisons d'édition, je sais que des fois, ils peuvent dire « Ah, ça, ce mot-là, il faudrait le changer parce que, bon, moi, dans le fond, j'ai pas eu... Il y a personne qui me dit « Hey, ça se dit pas. Ça, c'est cru. Non, tu devrais le changer. » Donc, je suis allée all-in. Tout ce qui... J'ai pu écrire vraiment, j'ai eu carte blanche pour écrire vu que c'est moi qui s'est auto-édité. Maintenant, est-ce que je ferais comme ça tout le temps? Je ne le sais pas. C'est une expérience que j'ai vécue, que j'ai bien aimée. Et puis, toute l'année, j'ai fait des événements littéraires. Je ne savais même pas que ça existait, des événements littéraires, à part les salons à Montréal, le Salon du livre à Montréal. J'ai appris en faisant des recherches, puis j'ai rencontré beaucoup de... C'est surprenant, il y a quand même beaucoup d'auteurs indépendants qui s'autopublient. J'en ai rencontré beaucoup et on se regroupe, on fait des événements littéraires. Puis c'est ça, dans le fond, on est plusieurs, puis on s'échange des idées. Ah, t'as essayé ça? T'as-tu fait ci? On se donne des informations. Moi, j'ai tout rassemblé tout ça, je les ai écrits sur papier, j'ai fait un PowerPoint et maintenant, je peux aider les gens qui veulent s'autopublier. Hey, comment tu t'es pris? Prends rendez-vous avec moi, puis on va pouvoir en parler, puis je vais pouvoir t'aider. Fait que je trouve qu'il y a un beau potentiel.
au Québec, les auteurs, on est beaucoup, on a beaucoup de sujets, beaucoup d'histoires à raconter, puis je trouve qu'il faut encourager les auteurs québécois parce qu'il y a beaucoup de belles histoires qui sont racontées, puis il y en a beaucoup qui ont du talent. C'est fou, là. Et dans ce processus-là, Marie-Claude, qu'est-ce que tu as aimé le plus? Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile? Écoute, moi, les événements littéraires, j'adore ça. Pour de vrai, là, moi, quand je vais là, le monde me dit que c'était des étincelles dans les yeux, tu tripes ta vie. Je ne dis pas pour rien que pour mes fins de semaine, tout l'été, là, j'avais de quoi, puis ça a été ça tout l'été, puis j'ai adoré. Je ne fais pas nécessairement des ventes, tu sais, je ne vends pas, c'est pas là que je fais mon chiffre d'affaires dans ces événements-là tout le temps, parce que les gens qui viennent, ils ont plein de choix de livres, là. Puis moi, mon livre, ça reste quand même un livre t'aimes ou t'aimes pas, là. Il est quand même d'actualité, la transidentité, mais de rencontrer tout le monde, d'échanger avec ces gens-là. Puis il y a même des gens qui viennent me voir, puis qui me parlent de mon livre, fait comme, ouais, moi aussi, je connais ça. Moi aussi, tu sais. Puis là, ils sont comme un peu mal à l'aise, ils parlent pas fort pour que, tu sais, ils sont un peu gênés de parler de ce sujet-là. Mais ça, là, ça m'allume. J'adore ça de parler avec le public, avec les gens. Je trouve ça, c'est ce que j'aime le plus, pour de vrai, dans tout. C'est sûr que je fais beaucoup de publications sur les réseaux sociaux. C'est le fun, ça, mais à un moment donné, je ne veux pas être toujours derrière mon écran. Quand je vais dans des événements comme ça, là, ça, je tripe ma vie. Ce que tu as trouvé le plus difficile dans ton processus d'auto-édition? Le plus difficile, en fait, le plus difficile, c'est, comment je pourrais dire ça? Faut pas que tu t'attendes à gagner ta vie en écrivant un livre. Si les gens pensent ça, il faut vraiment t'en écrire beaucoup. Puis, tu sais, pour être best-seller au Québec, je pense que c'est 5000 copies. Ça dépend de l'éditeur. Ça dépend de l'éditeur, mais Ouais. bref, c'est ça. Fait qu'il faut pas que tu t'attendes à tout. Donc, ce qui était plus difficile, en fait, c'est peut-être à la limite le financement que j'ai mis dessus. Puis pas de me refaire, mais là, je pourrais dire que là, je suis au niveau que j'ai tout remboursé ce que j'avais mis pour mes livres. Dans le fond. Fait que là, ce que je fais maintenant, ça va dans mes poches à moi, mettons. En fait, ce qui était le plus difficile, c'est concorder tous les événements avec mon travail. Parce que, tu sais, je veux dire, j'ai 40 heures. Moi, je travaille 40 heures semaine. Je suis monoparentale. Fait que c'est après ça, moi, quand j'arrive chez nous, mon chiffre n'est pas fini, là. Si je veux que mon livre soit connu, mais c'est de faire la promotion. Fait que c'est peut-être ça, ce côté-là, d'arranger mon horaire puis de ne pas laisser de côté ma famille. Tu sais, mon garçon, des fois, il est comme, mais non, là, en fait, semaine, on ne pourra pas faire ça, puis j'ai un événement. C'est pour que je fasse un équilibre dans un sens. Je pense que c'est ça le côté plus difficile, je te dirais. Et justement, côté visibilité, comment ça se passe? Qu'est-ce que toi, tu as fait? Parce que, tu sais, les publications sur les réseaux sociaux, c'est une chose, mais il y a tellement, tu sais, là, tu parles des événements littéraires aussi, que c'est une autre solution. Qu'est-ce que tu fais pour que ton livre reste visible? Je vais dans les librairies. Bon, les librairies, ce que j'ai fait pour que mon livre soit visible, c'est que je suis partie comme être auteur indépendant, c'est être représenté à partir avec mon sac de livres. J'ai spoté des librairies, j'ai fait ma job de représentante, je les ai appelés, moi j'ai écrit un livre, est-ce que ce serait intéressant d'en avoir? Fait que dans le fond, il y a des librairies qui font non, oui, ça dépend toujours, mais c'est les librairies indépendantes. Donc, je me suis promenée, j'étais allée dans une couple de librairies. Mon livre, il était à Sainte-Thérèse, à Chambly. Donc, j'ai des librairies qui l'ont. Il est vu là. Sinon, j'ai passé une entrevue au journal L'Express de Drummondville. Moi, je viens de Sorel. Donc, j'ai eu une entrevue dans le journal à Sorel aussi. C'est la radio, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. C'est d'en parler du bouche à oreille. Les gens, ces réseaux sociaux, mettons, quand ils ont lu le livre, me font des commentaires. Moi, j'ai republié. Dans le fond, c'est d'en parler, de faire des critiques, de faire des avis. C'est comme ça qu'on est vu en auto-édition. Et ça me fait penser, là, tantôt tu parlais de l'autofinancement, puis là tu parles des librairies. Il faut pas... je pense qu'il faut une certaine persévérance. Dans le sens qu'il ne faut pas se décourager au nom. Un peu comme, d'ailleurs, là, un peu comme quand on envoie notre manuscrit de maison d'édition, ça se peut que tu aies 8 noms puis un oui. Ça se peut que tu en aies 15 noms puis un oui.
c'est ça. Faut pas se laisser abattre parce que ça n'a pas fonctionné là. Je veux dire, je suis allée il y a 2 librairies. Là, je suis allée rechercher mes livres dans 2 librairies qui ne sont plus parce que la librairie n'ont pas voulu les reprendre, puis c'est correct. Ils ont quand même été 6 mois là. Peut-être que ça ne touchait pas la clientèle. Mettons, j'en avais emmené 5, puis ils en ont vendu 2. Ils en ont quand même vendu 2 à 2 personnes que je ne connaissais pas, que ce n'étaient pas mes amis, puis qui sont dans une autre ville. Tu comprends-tu? Je me dis, cool. Mais hier, justement, je finis ma job, j'avais un message. Il y a une librairie à Shawinigan. Elle était comme, hey, tu peux-tu nous en ramener d'autres? Je dis, ça va aller dans telle autre fin de semaine parce que là, je n'ai pas le temps cette semaine. Tu sais, c'est comme, ça dépend de toujours de. Je suis comme, OK, cool. Ça veut dire qu'il y a des gens là-bas que je ne connais pas. Moi, ça me fascine parce que la première année, quand tu te publies, tu as tes amis qui en achètent. Bon, ils veulent t'encourager, tous tes amis t'en achètent, mais tu sais, ça dépend toujours c'est quoi ton barème d'amis. Tu sais, je veux dire, il y en a qui ont 10 amis, il y en a qui ont 100 amis, il y en a qui en ont 500. Tu sais, moi, un coup, mes amis ont fait le tour. Un coup, que ceux qui me suivent sur Facebook, sur ma page Facebook personnelle, sont tannés de voir mes publications. Fait quand on l'a, son livre, là, tu sais, on le rachètera pas. Puis c'est correct, tu comprends-tu? Mais là, de savoir que c'est d'autres gens que je connais pas qui m'écrivent, hey, j'ai lu ton livre, puis wow, je trouve ça vraiment cool, puis hey, j'aimerais ça te rencontrer, j'aimerais ça que... Bon, ben là, je suis comme, OK, là, je réussis. Ça a pris 1 an. Ça va faire 1 an, comme on se parle aujourd'hui, ça fait 1 an. Mais là, en 1 an, là, j'ai accordé des entrevues. Je veux dire, je suis en train de se concrétiser. Je vais être dans une émission, comme que tu parlais, Nous TV, là, Cogeco. Oui, à Cogeco. De la région de Drummondville. Je commence à faire des conférences. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est comme ça que je me fais connaître. Puis moi, j'ai eu la chance aussi de faire partie du réseau des mères en affaires. Le réseau des mères en affaires, je ne sais pas si tu connais, c'est, dans le fond, c'est, bon, il dit, c'est mère en affaires. Tu n'es pas obligé d'être maman, là, mais dans le fond, c'est un groupe d'entrepreneurs. C'est chapeauté par Christine Marcotte. Et puis, c'est elle qui, comme dans le fond, on est tous membres de ce groupe-là et c'est toutes des femmes entrepreneurs. Fait que moi, j'ai commencé à aller dans les rencontres, des soirées entrepreneurs et puis de réseautage. Et puis, on parle de nos risques. Je suis défocusée. Il y a quelqu'un qui arrive. Ce sera pas long. OK? C'est bon. Excuse-moi. Mais non, c'est bien correct. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, dans ces rencontres-là, mettons, le réseau des mères en affaires, on arrive là, on jase, là, on dit, OK, à tour de chacun de son tour, on va faire un tour de table. Bon, toi, tu fais quoi? Fait que je pars. Tu sais, au début, j'étais comme, moi, je suis pas tant entrepreneur, j'ai juste écrit un livre. Tu sais, j'étais comme mal à l'aise au début. Ils me disaient, ouais, mais t'as écrit un livre, tu t'es auto-publié, raconte-nous ça. Fait que là, c'est des gens que je connaissais pas en entrepreneur qui ont pris mon livre, là, qui me disent, hey, t'as-tu essayé ça? Là, ils me donnent d'autres cues. Va là, va à telle place. C'est comme ça que, dans le fond, mon livre s'est fait connaître. Mais oui, ça peut décourager les gens quand justement, ça prend beaucoup d'entre-gens. Fait que, tu sais, il ne faut pas se décourager parce que ça n'a pas marché après 10 jours. Ça fait 1 an, puis là, ça commence à payer. À payer, là. Fait que, en tant que visibilité et tout. Fait que, il faut se laisser une chance aussi, là. Oui, effectivement. Là, il nous reste juste quelques minutes. J'aimerais que tu nous parles de ton projet là, qui s'en vient l'année prochaine. Oui, bien l'année prochaine, là, c'est ça. Là, l'Allier, comme je dis, j'aurais fait pas mal le tour en 1 an. Il est toujours disponible. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des conférences avec le duo Sans Tabou et tout, mais je suis aussi en train d'écrire un projet collectif. En fait, je suis pas en train de l'écrire. Il est écrit, il est en correction. Ça s'appelle Là où poussent les lotus. C'est un projet collectif avec 21 autres autrices qui racontent toutes des petites nouvelles, une petite nouvelle littéraire de 5000 mots à peu près, qui raconte un moment dans notre vie qui a été un level là, qui nous a fait upgrader au 2e plafond, au 2e palier, si on peut dire. Marisol Michaud dirait un shift. Un shift, oui, c'est ça. Mais je ne veux pas emprunter son expression. On l'emprunte. On l'emprunte, OK. Je dirai plus tard. Shifter. Non, niveau. Fait que c'est ça. Fait que, puis moi, ben, tu sais, quand j'ai embarqué dans ce projet-là, je me suis dit, bon, là, moi, j'ai déjà écrit un livre qui a quand même fait shifter à un autre niveau. Mais j'ai dit, j'ai quand même d'autres choses à raconter parce que pour les gens qui ne le savent pas, j'étais quelqu'un de très timide avant. Faire des exposés oraux, j'ai poché tout. Fait que là, ben, là, je parle en public, je fais des stories, je fais des entrevues. Pourquoi que j'ai réussi à
shifté, ben, tu sais, je le raconte. Comment j'ai fait, tu sais, il y a beaucoup d'humour dans mes trucs, donc je suis allée avec l'humour, mais c'est ce que je raconte et c'est un passage, ça, j'étais au cégep à cette époque-là. Donc, c'est ça. Fait que ça, là, au Pouce et Lotus, il va sortir au mois de mars. Donc, on est 2024, au mois de mars 2024. Il est en correction présentement. Et puis, ben, c'est ça, on est 21 femmes. Je ne les connais pas toutes. Donc, c'est ça qui est la beauté de la chose. Fait que je ne sais pas toutes ce qu'ils ont écrit non plus. C'est ça qui est le fun, parce que je sais qu'il y en a qui vont parler de deuil aussi, parce que souvent, un deuil, ça nous amène à une autre étape dans notre vie, mais il n'y a pas juste de ça non plus. De ce que j'ai compris, parce que j'ai écouté les entrevues, parce qu'on a tous été interviewés. Et puis, il y a des sujets, là, vraiment, c'est comme, j'ai hâte de lire ça, ça va être vraiment malade, puis de voir la personne, qu'est-ce qu'elle est devenue suite à ce qu'elle a vécu. Je trouve ça fabuleux. Puis ça peut aider les gens à faire comme, hey, là, moi, je suis dans le caca, là, puis je sais pas comment m'en sortir. Puis, OK, elle a fait ça, puis elle a réussi ça. OK, ben, regarde, moi aussi, je suis capable. Ouais. C'est dans le fond de faire prendre conscience, puis de comment on pourrait dire ça? Là, je cherche mes mots. C'est beau, ça, pour une autrice, chercher ses mots. Mais ben là, je cherche le mot, mais dans le fond, de devoir d'inspirer c'est ça le mot que je cherchais. Je voulais t'aider, mais là, je ne savais pas où tu t'en allais. D'inspirer la personne qui vit une période difficile. Hey, moi aussi, je suis capable de m'en sortir, puis garde, go, j'y vais. Voilà. Dernière question, Marie-Claude. Est-ce que tu as un autre, mis à part là, le collectif, un autre projet en cours de juste de toi? Là? Juste de moi? Ben, comme je disais, éventuellement faire des conférences. Un autre projet littéraire, je veux dire, un autre livre. Non, là, présentement, là, non, parce que je trouve que ça fait beaucoup. Là, le mec, le collectif sorte, ça va être de promouvoir le collectif. Mais éventuellement, oui, je veux en avoir, mais là, je vais comme prendre peut-être une petite pause aussi pour me recentrer, me ressourcer. Et ouais, c'est ça. C'est ça. Écoute, merci énormément pour ton ouverture, pour ton humilité, pour ta présence aujourd'hui. C'était vraiment intéressant. Merci beaucoup à toi de m'avoir donné l'occasion de parler de mes projets. Ça me fait super plaisir. Et si tu as un autre livre, je te dis à une prochaine entrevue. Ah ben, merci beaucoup. Bye. Merci.